Bonjour. Sur le 4 TV, nous essayons d'animer les débats avec nos invités autour de la supply chain, les tendances, les bonnes pratiques. Une chose est sûre, ça bouge. La robotisation est au cœur de toutes les discussions, que cela soit dans le software, avec les véhicules autonomes. Pas même la semaine dernière, Uniqlo annonce une réduction de 90% de ses effectifs avec la robotisation d'un entrepôt au Japon. La supply chain semble demander de moins en moins de manpower et beaucoup plus d'intelligence. Les métiers changent. Nous avons besoin de plus de profils techniques, d'ingénieurs. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Régis Bourbonnais. Régis est maître de conférence à Paris Dauphine et responsable du Master Supply Chain. Bonjour Régis. Je vais peut-être vous laisser vous présenter et expliquer un petit peu votre parcours. Oui, avec plaisir. Bonjour Johannes, bonjour Alexandre. Merci de me donner l'opportunité de parler de quelque chose qui m'est cher depuis assez longtemps, c'est-à-dire les problèmes de la formation dans le domaine de la supply chain. Donc je suis, comme vous l'avez dit très bien, maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine et responsable d'un master, c'est-à-dire au niveau Bac plus 5, master qui s'appelle Supply Chain International. Je ne veux pas faire l'historique du master parce que depuis la logistique, de SS de logistique jusqu'à maintenant, en 18 ans, il a évidemment très profondément évolué. Donc à Dauphine, moi j'enseigne plutôt les techniques quantitatives, les techniques mathématiques, comme l'économétrie, la prévision des ventes. Et puis j'aide parfois, j'assiste aussi des entreprises dans leur mise en place de solutions dans le domaine de la prévision, de l'optimisation des stocks. Ce qui permet effectivement de donner un peu de vécu à mon enseignement. Alors je propose de prendre un premier exemple, un premier sujet en fait, qui est assez révélateur des changements qu'on voit aujourd'hui, qui est en fait la data. La data, on en parle partout, tout le temps. On voit émerger des tas de startups qui proposent des nouvelles solutions sur le sujet. Peut-être juste un mot, Johannes, qu'est-ce que tu vois de ce point de vue-là, toi, aujourd'hui, sur les métiers de la supply chain ? Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, la data, c'est beaucoup le nerf de la guerre. Pour optimiser sa supply chain, il faut connaître l'état de sa supply chain et puis l'état, idéalement, de ce qui se passe chez les fournisseurs et chez les clients. Et donc, on se retrouve à avoir beaucoup de systèmes à connecter. Et souvent, les supply chains se sont formatisés tôt, avant Internet. Et aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de gens qui ont des ambitions on va dire, de tout rassembler pour pouvoir avoir des optimisations un peu, on pourrait dire le mot holistique, d'ensemble. Mais les systèmes sont très disparates. Si en plus on est dans un schéma international, on a plein de pays. Souvent on a autant de systèmes qu'on a de pays, même quand c'est le même, parce qu'il y a différentes installations qui ont été faites au cours des expansions de l'entreprise elle-même dans les différents pays. Et effectivement, aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de supply chain, moi je vois des directions supply chain qui sont face à la réconciliation de dizaines et dizaines de sources de données pour avoir une vue cohérente sur c'est quoi la demande et c'est quoi ce qu'ils ont comme capacité pour la servir. Et ça, c'est pas un problème plutôt IT ou à quel moment la supply chain est impliquée sur ce sujet ? Alors, moi, ma perception, c'est que l'IT a énormément de défis parce qu'en fait, le problème, c'est que l'IT doit gérer les attentes de tous les métiers. Il doit gérer le marketing, la finance, la RH, le CRM. Et donc là-dedans, et les problématiques supply chain dans le tas. Et le résultat, c'est que ils ont tellement de métiers à gérer que finalement, tout finit par être des tuyaux et des bases de données dans lesquelles on transporte plein de données, mais un peu indifférenciées en fait. Ce qui fait que la finesse d'interprétation métier est souvent un peu perdue. Et dans la supply chain, c'est souvent un peu tricky entre le fait que les différents pays comptent, il y a d'un côté des gens qui comptent en boîte, d'autres en palettes, d'autres en inches, et qu'il faut réconcilier des chiffres qui soient cohérents bout en bout. Souvent, il ne suffit pas juste de dire fusion de deux bases de données pour que ça donne un truc cohérent. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en finalement, la supply chain doit s'approprier aujourd'hui, en tout cas, la maîtrise et la compréhension de la donnée pour aboutir à quelque chose de pertinent pour les entreprises. Régis, je ne sais pas si c'est quelque chose aujourd'hui que vous voyez au travers des expériences que vous avez et de votre enseignement. Alors, bien entendu. D'abord, la data, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Ça, c'est clair. J'allais dire, la nuit des temps, les entreprises avaient ce qu'on appelait auparavant des données, tout simplement, des historiques, etc. Ce qui a très très fortement évolué,
c'est la manière dont on traite maintenant toute cette masse de données, tout ce big data, etc. C'est ça qui a évolué. Sinon, la donnée en tant que telle, elle a toujours existé. Si vous lisez les premiers articles dans le domaine de la supply chain dans les années 60, on parlait déjà des problèmes d'historique, etc. Des grandeurs physiques, en fait. Voilà. On mesure les grandeurs physiques On mesurait les la grandeurs supply physiques. chain. Alors évidemment, c'était des balbutiements. Et là, maintenant, on est passé à un stade beaucoup plus industriel. Il est évident que maintenant, dans le domaine de la formation, on ne peut pas faire l'impasse sur ces nouvelles problématiques. Hein, et ça, on le voit bien dans notre master. On essaye effectivement maintenant d'introduire de plus en plus ces notions-là, à travers le e-commerce qui se développe énormément, à travers les problèmes de prévision, d'impact des promotions, quelque chose aussi maintenant qu'il faut vraiment prendre en compte dans l'entreprise, c'est tous les réseaux sociaux. Hein, ces fameux blogueurs ou ces blogueuses qui peuvent influencer du jour au lendemain l'environnement, fou, ouais. etc. Donc c'est vraiment effectivement très important et je dirais très difficile aussi à gérer parce que comment savoir si tout d'un coup une blogueuse va laisser un message sur Internet sur tel ou tel produit. Souvenez-vous une émission de Lise Lucet qui s'appelle, je crois, Parler Cash, dans lequel, je ne vais pas dire le nom de la marque, hein, elle parlait d'un fabricant de charcuterie et elle a totalement démoli ce fabricant. Ils ont mis 2 ou 3 ans à s'en remettre. Ouais. Et ça, c'est imprévisible. Donc les choses sont beaucoup plus volatiles. Non seulement les consommateurs sont plus volatiles, et puis ils veulent de la diversité. Ce qui complique énormément aussi les choses. Ouais, on ne veut jamais avoir le même téléphone que son voisin, on ne veut pas être comme son voisin, donc on veut de la diversité. Et ça complique énormément la supply chain. Ouais. Et est-ce que vous avez des outils particuliers sur lesquels vous formez vos étudiants pour pouvoir manipuler ces données et essayer d'en tirer quelque chose aujourd'hui? Ce n'est pas la vocation du master de former des data scientists. Hein, on a d'autres formations à Dauphine qui sont faites là par des spécialistes, par des personnes du département de statistique ou de mathématiques, pour former les gens au big data, etc., ou à l'intelligence artificielle. Nous, dans notre master, ce n'est pas notre vocation. On en parle, on fait venir des conférenciers, on organise des conférences, mais on ne les forme pas en tant que tels. En revanche, ce qui est très important, c'est qu'il faut qu'ils connaissent parfaitement les possibilités justement du big data, etc. C'est pas eux, nous on ne forme pas des étudiants qui vont eux-mêmes programmer, bien que ça arrive, puisqu'on recrute, enfin on a dans le master des ingénieurs, donc on a des gens qui sont tout à fait aptes, mais disons que c'est pas la vocation du master. Bien sûr. Prenons un autre sujet, ce qu'on appelle le SNOP. Quelle est aujourd'hui la vision que vous inculquez à vos étudiants et comment utiliser cette méthodologie dans l'entreprise de demain? Alors ça tombe bien parce que ça fait partie intégrante de mon enseignement. Bon. Donc là encore c'est quelque chose qui a un peu toujours existé. Avant on l'appelait d'un nom un peu moins pompeux, c'était le plan industriel et commercial. Hein, mais c'est plus sexy, SNOP. Voilà, exactement. Vous savez, maintenant on habille, c'est assez amusant de voir l'évolution dans le temps des termes et du vocabulaire que l'on emploie, et on retrouve à peu près toujours les mêmes choses. Donc le SNOP, effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment partie intégrante maintenant de l'entreprise. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très important. Essayer de réunir toutes les fonctions concernées par les problèmes de prévision de la demande, c'est très important. On va retrouver les commerciaux, on va retrouver le marketing, on va retrouver évidemment la production, l'industriel, et puis on va retrouver la supply chain, qui est souvent d'ailleurs l'animateur des réunions SNOP. L'initiateur et l'animateur. Alors je sais que cette vision est dans certains cas un petit peu challengée. Je sais que Johannes, on a déjà fait un épisode de Locat TV sur la question. Peut-être tu pourrais donner ton point de vue ici sur aujourd'hui le SNOP et comment nous, en tout cas Locat, on voit les choses. Oui, alors nous ce qu'on voit c'est souvent en fait les entreprises sont allées très loin dans, je dirais, un SNOP humain finalement. C'est assez rare d'avoir des entreprises vraiment dysfonctionnelles où les gens ne se parlent pas. C'est même plus courant d'avoir des gens où les gens se parlent trop avec la réunionnite et des choses peu efficaces. Ça arrive, c'est, on va dire, plus fréquent que l'opposé.
Et par contre, en fait, ce qu'on voit, c'est que la question, c'est le plan d'action. Et c'est là où je vois émerger une différence, c'est que chez les acteurs qui semblent très agressifs, comme les e-commerçants d'un point de vue technologique, c'est le plan d'action est automatisé. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui doit sortir du consensus, c'est les règles pour piloter le robot supply chain. Et en fait, ces réunions sont plus utilisées pour définir les règles ou les enjeux économiques qu'il faut optimiser, sur lesquels il y a un automatisme ensuite qui exécute, que vraiment se mettre d'accord sur des quantités de prévisions qui, elles, sont générées par des outils. Et effectivement, par rapport à des choses complètement imprévisibles, style phénomène blogueur, mode, etc., c'est d'aller sur des modèles qui carrément probabilisent, disent finalement on ne sait pas, il y a beaucoup d'incertitudes et on va juste essayer de faire en sorte que face à l'incertitude, on ne fasse pas trop de bêtises qui cassent l'entreprise si jamais ce n'est pas le bon scénario qui est tiré au final. Mais donc ça veut dire qu'en fait, quelque part, ça amène les gens à aller sur des discussions S&OP qui sont plus sur, je dirais, la structure du problème, se mettre d'accord sur ce qu'on optimise, plus que d'essayer de se mettre d'accord en soi, où on va dire l'information est censée passer d'un patron des ventes à un patron des trucs, etc. Ça donne une dynamique un peu différente en fait. Donc, par exemple, si on prenait quelque chose de très pratique, ça serait de dire plutôt que de s'accorder sur la quantité qu'on pense pouvoir vendre grâce au plan marketing sur le mois prochain, on va plutôt s'accorder sur la stratégie qu'on veut donner à chacun de nos produits et de laisser piloter en fait les décisions quantitatives in fine par les outils et par les technologies qu'on a à l'heure actuelle. Permettez-moi d'intervenir sur ce sujet, parce que moi je pense que c'est un sujet qui est très fondamental et très important et qui rejoint justement l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la supply chain. Il faut de l'intelligence artificielle, compte tenu maintenant des énormes masses de données qu'il faut traiter, donc il faut avoir un traitement intelligent. Mais il faut aussi de l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle toute seule, ça ne fonctionnera pas. L'intelligence humaine toute seule, ça ne fonctionne pas. La connaissance métier, l'intimité client, moi, ça me semble être aussi très important. Donc, je crois que les acteurs d'un S&OP ne sont pas là que pour définir, j'allais dire, des règles de gestion, des outils d'optimisation, mais aussi pour donner un peu leurs sentiments et leur vision. Ça me semble vraiment fondamental. Ouais. Ici, les deux à la fois. L'homme tout seul ne peut rien, la machine toute seule ne peut rien. Et la croyance en la machine, une croyance absolue dans la machine, me semble très dangereux. J'ai vécu des expériences dans des entreprises où ça avait été effroyable, où le directeur général, ingénieur le plus souvent, dit « Dorénavant, on va prendre des méthodes scientifiques, tout va être piloté par l'ordinateur ». Et évidemment, l'entreprise est allée droit dans le mur parce que la connaissance métier, je le répète, c'est fondamental. Ce qu'on est en train de dire un petit peu ici, c'est que finalement, malgré, alors que ce soit sur le sujet des data, mais malgré, je dirais, les technologies qui nous permettent de faire certaines choses, en fait, il y a des fondamentaux qui font partie aujourd'hui des compétences que doivent avoir les acteurs de la supply chain qui, eux, je pense, vont traverser les temps, parce que le fait de s'accorder dans une entreprise avec les différents, acteurs de l'entreprise, ça me paraît quelque chose d'assez évident et finalement, c'est quelque chose qui va perdurer. Comment aujourd'hui vous choisissez un petit peu le contenu de votre enseignement, notamment dans le Master Supply Chain, pour justement se focaliser sur des sujets qui sont pérennes, qui seront toujours vrais en fait dans 10 ans, dans 15 ans, et ne pas former justement les étudiants sur des technologies qui seront dépassées d'ici quelques mois ou quelques années. Oui, alors ça c'est une question qui est assez importante et pour ce faire d'ailleurs on a un comité de pilotage dans le master qui nous aide à définir les nouvelles tendances, etc. Comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas former des data scientists. On n'en a pas les moyens, ce n'est pas l'objectif. En revanche, ce que l'on cherche, c'est à former des personnes qui seront aptes à comprendre absolument toutes les évolutions de la supply chain. Moi, je dis toujours aux étudiants, certes, vous allez travailler dans la supply chain, mais au sein de la supply chain, vous allez faire plusieurs métiers. Le métier que vous allez faire aujourd'hui,
sera certainement pas le même dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Il y a une évolution très forte. Bon, vous avez parlé en introduction des robots. Oui. Il est évident que dans 15 ans, un directeur d'entrepôt ou un entrepôt ne fonctionnera pas du tout de la même manière. Il y aura les inventaires qui seront faits par des drones. Évidemment, toute la préparation des commandes sera faite par des robots. Alors, il y aura des superviseurs. C'est obligatoire. Mais en tout cas, ça va connaître des évolutions fondamentales. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est à former des gens, déjà, qui soient, j'allais dire, bien formés intellectuellement, aptes à comprendre les concepts et à pouvoir, effectivement, accompagner l'évolution dans le domaine de la supply chain. On traite aussi bien des problèmes de transport, des problèmes de e-commerce, des problèmes de l'optimisation des stocks, des problèmes de la prévision de la demande. Enfin, je ne veux pas énumérer tous les cours. Je sais qu'il y a des choses en économétrie ou en économie, il y a des concepts qui sont indispensables à avoir en tête quand on optimise une supply chain. Enfin, je sais que chez Locate, c'est des choses qu'on regarde aussi beaucoup. J'entends bien que ces choses-là vont toujours exister et pour piloter, il faut des gens qui soient capables de comprendre ces concepts-là. Ça va peut-être évoluer, mais bon, il y aura toujours, en tout cas, il faudra accompagner cette évolution avec les gens déjà à la base. Ouais. S'ils n'ont pas la base, ils ne pourront pas comprendre les évolutions. Donc, ça me semble important. On a quand même quasiment 400 heures de cours. Donc, ça nous laisse un peu de temps pour balayer. Et j'imagine que vous avez quand même aussi des intervenants extérieurs, des gens qui sont dans l'industrie, dans les entreprises, qui viennent témoigner. C'est l'essentiel. Les cours sont faits par des professionnels. C'est l'essentiel. On a peu d'universitaires. Je voudrais parler d'une autre tendance qui est toujours un petit peu liée au sujet d'aujourd'hui. Il y a quelques semaines, on a accueilli ici sur Locate TV un des directeurs et fondateurs de Winit, qui est une entreprise, je dirais, qu'on appelle des 3PL, donc Third Party Logistics, qui sont en fait des entrepôts, on va dire, outsourcés. Et on se rend compte que des acteurs comme ceux-ci, qui sont au centre des supply chains de beaucoup d'entreprises, commencent eux-mêmes en fait à se professionnaliser sur leur software, sur la façon dont en fait ils vont interagir avec les différentes parties prenantes, et qu'on voit que c'est une tendance en fait qui est de plus en plus forte avec des acteurs de la supply chain qui se créent leurs propres solutions pour être plus pertinents. Peut-être Johannes, tu peux nous donner un mot là-dessus et voir toi comment du point de vue de Locate on voit ce sujet aujourd'hui arriver. Nous on le voit, alors d'un point de vue externe c'est assez étonnant, on voit le domaine qui s'APIfie, Application Programming Interface, c'est-à-dire en fait quelque part les supply chains, on a toujours un objectif physique, c'est-à-dire en gros récupérer la production qui a été faite à un endroit pour l'envoyer à un autre endroit, acheminer des matières premières pour qu'elles puissent être combinées, etc. Donc, et ce qui est assez intéressant, c'est que tout ça se fait avec une myriade d'acteurs. Et aujourd'hui, ce que je vois émerger, parce que nous, Locate, on se retrouve à devoir cruncher de la data, donc on voit d'où elle vient. Et en fait, de plus en plus, tout l'écosystème, tous ces acteurs exposent des API dans lesquels on peut récupérer ces données. Et ce qui est assez intéressant, c'est que nous, on est côté analytique, c'est récupérer les données, mais en fait, les gens, de plus en plus, ces API permettent d'agir pour dire expédie à. Et derrière, c'est vraiment quelque chose de physique qui est fait, mais c'est interfacé informatiquement et très abstrait. Et donc, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on voit tout un tas d'acteurs qui étaient, on va dire, traditionnellement supply chain, qui étaient finalement assez loin du monde du logiciel, qui aujourd'hui se retrouvent à avoir un avantage compétitif qui est d'exposer des API très propres qui leur permettent ensuite de gluer leur software dans plein d'ERP, logiciels de gestion, logiciels de compta, logiciels de e-commerce, etc. Et donc, effectivement, ça fait émerger des acteurs qui ont une ambition d'excellence opérationnelle, ce que disait Winit, mais en même temps qui ont un niveau de polish dans les produits logiciels qui se retrouvent à vendre qui est assez inattendu pour des acteurs supply chain. Donc voilà, donc ça c'est effectivement cette espèce de saveur très software qu'on peut trouver chez ces acteurs. C'est quelque chose que j'observe qui commence à émerger et qui, à mon avis, représente une tendance. Alors je ne sais pas exactement jusqu'où ça ira, mais clairement, il y a un certain nombre d'acteurs qui vont ressembler drôlement à des sociétés logicielles, même si en fait ce sont des acteurs supply chain. Est-ce que Régis, vous voyez un petit peu ces tendances, alors peut-être pas au travers de la formation que vous proposez, puisque ça vous en avez déjà un petit peu parlé, mais je dirais plutôt de l'appétence
des profils qui viennent dans ce master? Est-ce que vous voyez un petit peu un changement ces dernières années dans ne serait-ce que leur intérêt vers des solutions peut-être un peu plus soit programmatiques, software, enfin ces choses-là? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Avant de répondre à votre question, Alexandre, Oui. j'aimerais un tout petit peu rebondir sur ce que vient de dire Johannes. D'abord, je n'ai aucune compétence informatique, donc je ne vais pas rentrer dans les techniques. En revanche, ce que je constate, et ça me semble être un peu lié, à moins que je me trompe, hein, vous me le direz, à ce que vous venez de dire, c'est une volonté très forte maintenant de collaboration, de partenariat tout au long de la supply chain, depuis le producteur jusqu'au distributeur. Et donc il y a un partage d'informations, bon, ce qu'on appelle un peu la gestion partagée des approvisionnements, hein. Donc il y a une volonté de partage de l'information tout le long de la chaîne logistique. Et ça, effectivement, ce processus, ça permet vraiment une nette amélioration dans toute la gestion de la supply chain. Ça permet de couper en fait les choses qui sont moins efficaces, voilà, et d'aller directement à l'essentiel dans la supply chain. En fait. Donc je referme cette parenthèse et je réponds à votre question. Hein. Donc votre question, c'était effectivement dans les profils que l'on recrute, est-ce qu'il y a des personnes qui ont une certaine appétence, hein, pour effectivement se diriger plus vers l'informatique? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le master, bon, on va recruter des gens qui ont fait des écoles de gestion, etc. Mais on a pas mal d'ingénieurs. Ouais. Et donc ces ingénieurs, certains, effectivement, vont se destiner à travailler peut-être plus dans les techniques informatiques, etc. Donc on en a tous les ans. Ouais. Hein, et effectivement, il y a d'énormes débouchés. Enfin, puisque vous êtes des observateurs éclairés de la supply chain, vous avez observé qu'actuellement, il y a des recrutements très très importants. Ah, sur ces sujets, déjà, on a besoin, en règle générale, de cadres, mais de cadres dans le domaine de la supply chain, c'est très important. Et de cadres dans le domaine de la supply chain formés aux techniques informatiques, là, ils ont une voie royale, ces gens-là. Donc, on sent bien qu'effectivement, il y a un besoin énorme, et donc on attire beaucoup d'étudiants. Et surtout que, si je comprends bien, en plus, le master qui est proposé à Dauphine, en fait, intervient pas comme une formation unique, finalement, de vos étudiants, mais comme en fait, je dirais, une couche supplémentaire à leur formation. Ils viennent la combiner avec autre chose. On est clairement une école d'application. Ouais. D'ailleurs, on a des accords avec des écoles d'ingénieurs. La 3e année de l'école d'ingénieurs, c'est le master supply chain de Dauphine. Ça leur valide leur année d'ingénieur. Ouais. Donc on a clairement, c'est ce qu'on appelait une école d'application, donc pour des gens qui ont fait de l'économie, de la gestion, qui sortent d'école de commerce ou autre. On a même des pharmaciens. On a eu des pharmaciens, enfin on a vraiment de tout, de toute formation. Ouais. Et c'est sûr que tout ça, en fait, on se rend compte, nous, que... Alors le cadre, c'est vrai qu'on manipule un petit peu, hein, ces mêmes sujets, et on voit aussi la complexité, en tout cas, de ce qui est manipulé. Je ne sais pas, Johannes, si tu peux dire un petit mot là-dessus, sur le type de compétences aujourd'hui que l'OCAD utilise. Je sais qu'on a fait un épisode l'OCAD TV sur les data scientists et ces choses-là, mais en quelques mots. Oui, le gros défi qu'on a, nous, c'est, je dirais, modéliser sans trahir. C'est-à-dire, quelque part, optimiser, il faut avoir une fonction mathématique à optimiser, un score quelconque, hein, qu'on essaie de ramener à des euros ou des dollars comme on peut. Les supply chains ont ce site particulier qu'elles sont souvent très complexes, parce qu'on est dans les systèmes réels, avec plein de gens, etc. Une vision complètement science-fiction, ça serait d'aller modéliser chaque degré de liberté d'une supply chain avec un modèle exhaustif, mais alors là... malheureusement ou heureusement la réalité nous échappe complètement, donc on est toujours obligé d'aller approximer des tonnes de choses. Et donc là-dessus, le danger, et je pense que ça rejoint sur ce que vous disiez des directeurs généraux qui disaient on va faire confiance à la machine. Nous, ce qu'on voit, c'est que l'écueil, c'est effectivement un écueil assez classique, c'est ce que j'appellerais, on va dire, du scientisme ou de la rationalisation naïve, c'est-à-dire en fait, c'est pas parce qu'on a mis une formule de maths que c'est rationnel. Et c'est pas parce qu'on a plaqué un modèle que le modèle il fit. Et donc là-dessus, c'est assez facile quand on a cette espèce de rationalisme naïf d'aller plaquer une recette mathématique qui est en fait
une approximation complètement horriblement frustre de la réalité. Et ensuite, on s'aperçoit que ce qui en sort, c'est des décisions qui sont également frustres. Donc le gros défi, c'est est-ce qu'on peut arriver à penser des modélisations, des optimisations et cadres de fonctionnement où on livre vraiment quelque part, on tire parti de ce que font des machines assez bien, c'est-à-dire du calcul brut et bête en masse, pour on va dire, supplémenter ce que les humains font très bien, c'est-à-dire avoir une vision très holistique, une compréhension floue, mais en fait fine, de tout un tas de choses. Et donc là-dessus, nous, aujourd'hui, un des gros défis, c'est d'avoir des gens qui ont cet esprit très agile, en fait, parce que c'est mettre bout à bout les problématiques de l'informatique. On n'a pas besoin d'être expert, c'est vrai, on n'a pas besoin d'être data scientist, mais il faut quand même bien comprendre un peu ce que les chiffres veulent dire, sinon ce que c'est qu'une API, des choses comme ça. D'avoir des métiers qui peuvent être assez fins dans leurs contraintes, avec plein de trucs. On va dire là encore, la réalité supply chain ne fait que vous mordre. Je sais pas, les approvisionnements en camions alimentaires où en fait il y a des produits, il faut qu'ils soient sur des plages de température compatibles. On ne peut pas mettre forcément n'importe quel fruit et légumes ensemble parce qu'ils ne sont pas sur les mêmes températures de camions frigorifiques. Donc des contraintes métiers dans tous les sens. Les problématiques humaines, parce que même si on robotise Uniqlo, il reste quand même des humains dans la bataille. Donc ensuite, la conduite du changement, c'est vachement compliqué. Et puis l'international qui rajoute, mais là encore je pense que ça rejoint un peu vos domaines, où ce qu'on voit c'est que ce qui met un peu les problèmes au carré en supply chain, c'est quand il faut aligner le Mexique avec la Suède, avec la Chine, quoi. Là, c'est enfin, je vois, et c'est vrai que c'est quand même un peu un tour de force d'arriver à mettre tout ça en tour d'horizon. C'est vrai qu'on ne peut pas être expert de tous ces sujets, c'est trop vaste. Ouais. Non, mais c'est vrai que l'internationalisation de la supply chain, c'est quelque chose qui est maintenant tout à fait fondamental. Hein. Dans le master, l'année dernière, on avait 13 nationalités différentes. D'accord. 13 nationalités, et je crois tous les continents devaient être représentés. Donc on voit bien cette internationalisation, ce besoin, etc. C'est quelque chose qui est très 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 fondamental. Hein. Et avec des nouveaux process. Je ne sais plus si local on a 13 ou 14 nationalités. Ouais, quelque chose pareil. Ouais, exactement. C'est exactement pareil. On approche un petit peu de la fin. Alors peut-être pour conclure, Régis, je vais vous demander de me dire un petit peu aujourd'hui comment vous placez votre master dans l'écosystème des formations à l'international justement, et quelles sont les ambitions que vous avez pour cette formation. Alors, ce master, bon, il existe depuis 18 ans, donc je crois qu'il a bien trouvé sa place dans l'environnement socio-économique. Bon, et puis on commence à avoir maintenant, effectivement, je crois on doit avoir 600 anciens qui sont à des postes plus ou moins de responsabilité, voire souvent plus d'ailleurs. Donc je crois que maintenant on est bien ancré. En ce qui concerne l'international, on a évidemment beaucoup d'étudiants qui sont partis à l'étranger. Une fois qu'ils ont pu acquérir leurs compétences au sein du master, ils sont partis faire profiter d'autres pays de leur formation. Bon, si on se réfère un peu aux classements qui sont faits, allez, on va dire qu'en France, on est toujours à peu près dans les 3 premiers. Une fois on est second, une fois on est premier, une fois on est troisième. À l'international, on est dans les 13 premiers. Donc, bon, tous ces classements, il y a un petit côté arbitraire. Hein, donc il faut un peu se méfier, c'est tous les problèmes de scoring. Donc, pour les étudiants de formation initiale, je suis un très mauvais exemple parce que leur niveau d'anglais doit être exemplaire. C'est un critère de recrutement. Ils doivent être quasiment, enfin pas bilingues, hein, mais un anglais... proficient, voilà. En anglais. Donc je leur dis toujours, ne prenez pas exemple sur moi. Et donc ça semble primordial, parce que de toute façon, même s'ils travaillent en France, ils seront obligés d'avoir un anglais professionnel impeccable. Donc on essaye et on les forme à la certification CPIM Part 1, qui est la certification internationale dans le domaine de la supply chain. D'accord. Donc ce qui est un peu le passeport pour ensuite travailler à l'international, qui garantit 2 choses, qui connaissent la supply chain et qui parlent anglais.
Voilà, donc, mais on fait évoluer d'année en année, à chaque fois. On essaye, entre le master, qui était un 2SS de logistique d'il y a 18 ans, et le master supply chain international de maintenant, il y a, allez, on va dire 30 ou 40% de commun. Merci beaucoup, merci Régis. C'est moi qui vous remercie de votre accueil. Ça sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poster vos commentaires et puis je vous dis à la semaine prochaine.